En 1942, la marine américaine est prête à attaquer le Japon pour se venger de ce qui s'est passé à Pearl Harbor, en envoyant des bombardiers torpilleurs et des chasseurs au-dessus du Pacifique Sud. Le 16 janvier, le pilote et chef Harold Dixon, le bombardier Tony Pastula et le radioman Gene Aldrich sont en mission de patrouille quand ils se retrouvent séparés des autres avions et incapables de se repérer. Dixon pense qu'ils devraient retourner vers leur porte-avions, mais Gene découvre qu'ils n'ont plus de réception et qu'ils manquent de carburant. Tony largue les bombes dans la mer pour gagner de l'altitude, mais cela n'aide pas beaucoup. Comme les communications ne fonctionnent toujours pas, Dixon décide d'effectuer un atterrissage d'urgence avant de tomber en panne sèche. L'avion se pose sans encombre sur l'eau et Dixon sort avec son gilet de sauvetage, traînant le radeau derrière lui, mais ses hommes ne vont pas aussi bien. Ils ont du mal à se détacher de leur siège et manquent de se noyer, ne parvenant à sortir qu'à la dernière seconde, ce qui les empêche de récupérer les provisions avant que l'avion ne coule. Dixon et Gene lâchent aussi leurs armes pour flotter plus facilement, mais Tony reste coincé avec la sienne. Après quelques efforts, ils parviennent à gonfler le radeau, bien qu'il soit à l'envers. En attachant leurs gilets de sauvetage ensemble et en les jetant par-dessus le radeau, ils créent une poignée qui leur permet de tirer et de retourner le radeau pour pouvoir y grimper. Ils n'ont plus qu'à attendre qu'on les retrouve. Le lendemain matin, Dixon et Gene échangent quelques mots sur ce qui s'est passé, chacun insinuant que l'autre a peut-être commis une erreur. Comme la discussion ne mène à rien, ils décident de faire le guet à tour de rôle, au cas où un avion passerait. Ils ont de la chance, un avion passe quelques heures plus tard, mais il ne s'approche pas assez pour les voir, même lorsqu'ils enlèvent leurs chemises et les agitent en criant. L'avion s'en va vite, et Dixon explique que c'était leur seule chance. L'appareil faisait une recherche en quadrillage et ne peut pas dévier de sa route, au risque d'entrer en territoire ennemi, la guerre compte plus que 3 soldats. Le protocole dit qu'un seul rapide coup d'œil est tout ce qu'ils auront. Pensant à leur survie, Dixon déclare que le radeau est désormais un navire de la marine américaine, et qu'il en est le capitaine. Tony et Gene devront donc suivre ses ordres. Ils font l'inventaire de ce qu'ils ont dans leur poche, mais ce n'est pas grand-chose, surtout des outils et objets divers comme des fils, plus une poche d'eau vide. Gene possède aussi un couteau que Dixon ordonne de garder dans sa poche pour éviter de percer le radeau. Pour protéger le radeau et éviter qu'il ne s'use, Dixon leur ordonne aussi d'enlever leurs chaussures et de les jeter à la mer, mais ils ne jettent pas les siennes, ce qui irrite Gene. Les heures et les jours passent, les soldats font de leur mieux pour ne pas devenir fous dans l'isolement. Ils discutent de divers sujets, parfois chantent pour se distraire. Tony nettoie son arme de façon obsessionnelle, mais promet aussi à Gene de lui présenter sa sœur, pensant qu'il ferait un beau couple. Le soleil est brûlant le jour, ils perdent peu à peu chaque couche de vêtements et gagnent des cloques sur la peau. Les nuits sont froides, et quand ils dorment, ils sont hantés par des cauchemars, noyades, ou culpabilité d'avoir peut-être causé leur situation. Ils ne dorment jamais tous en même temps, l'un reste toujours éveillé pour guetter un avion ou une île. Pendant une de ces veilles, Dixon décide d'uriner dans sa propre chaussure et de boire son urine, pour tenter d'apaiser un peu sa soif. Un matin, sentant une brise agréable pousser le bateau, Dixon fait quelques calculs pour avoir une idée vague de leur direction. Il y a une chance qu'ils atteignent des îles, mais ce sera dans plusieurs semaines, alors Gene décide d'essayer de pêcher pour ne pas mourir de faim. Avec du fil et une corde, il fabrique un hameçon qu'il lance à la mer, mais ce qui mord est très fort. Tony doit aider Gene à tirer la ligne, et quand il la récupère enfin, l'hameçon a disparu, preuve qu'il y a des créatures dangereuses dehors. Mais Gene n'abandonne pas, il fabrique un nouvel hameçon et le relance, le laissant dans l'eau aussi longtemps que nécessaire. Finalement, la chaleur lui monte à la tête, il enfile son gilet et saute à l'eau pour se rafraîchir. Tony veut le suivre, mais Dixon dit qu'ils doivent le faire un par un pour des raisons de sécurité. Il leur rappelle aussi qu'il y a des requins dans ces eaux, ce qui effraie Gene, qui remonte aussitôt sur le radeau, et Tony refuse finalement de plonger à son tour. Les jours continuent de passer, la tension monte entre les hommes, et la paranoïa de Dixon le pousse à sans cesse leur demander ce qui s'est passé dans l'avion, comme s'il cherchait un coupable. La soif devient aussi un problème, Tony pense qu'il pourrait peut-être boire une gorgée d'eau de mer, mais Dixon l'en empêche avant qu'il ne fasse une bêtise. Gene plaisante sur le nombre de chaussures qu'il pourrait encore remplir avec ce liquide jaune, quand il est soudain interrompu par Dixon criant de joie. Il a trouvé un crayon dans sa poche qu'il avait oublié. Maintenant, il peut tracer une carte et suivre la direction qu'ils prennent. S'ils veulent atteindre l'île, ils doivent garder le vent en leur faveur. Avec un des gilets de sauvetage, un peu de corde et de fil, ils fabriquent une ancre flottante pour éviter d'être poussés du mauvais côté si le vent change. Leur autre problème reste la soif. Gene apprend aux deux autres à prier et à demander à Dieu la pluie, mais ce n'est que plus tard dans la nuit que le temps change. Riant de bonheur, les hommes recueillent autant d'eau de pluie qu'ils peuvent sur leur chemise et dans la poche d'eau. Après une semaine à la dérive, Gene en a assez d'échouer à attraper quoi que ce soit avec son hameçon. Il sort son couteau, ignorant les protestations de Dixon inquiet pour le radeau. Après quelques coups donnés au hasard dans l'eau, Gene réussit brillamment, il a tué un requin, qu'il tire sur le radeau et ouvre pour manger les petits poissons qu'il avait avalés. Ils gardent la viande du requin dans leurs chaussettes pour s'en servir d'appât plus tard. Mais ce petit dîner leur coûte cher, en jetant le sang du requin dans la mer pour garder le radeau propre, ils attirent d'autres requins qui commencent à les suivre.
Une nuit, alors qu'il est à moitié endormi, Jen met distraitement sa main dans l'eau, elle se fait mordre. Heureusement, il la retire avant de la perdre, et Dixon l'enveloppe avec le bandana de Tony, mais le mal est fait. 2 semaines se sont écoulées depuis l'accident, et même s'ils n'ont pas refait une prise comme le requin, ils ont droit à un autre jour de pluie pour remplir leur réserve d'eau. L'espoir devient difficile à garder, et Tony commence à regarder son arme avec des pensées sombres. Jen la lui prend juste à temps, au moment où un oiseau se pose sur le radeau et tire, le corps tombe dans l'océan. Dixon n'hésite pas une seconde à sauter pour le récupérer, mais le sang de l'oiseau attire aussi un requin. Les garçons essaient de tirer dessus, mais le pistolet s'enraye, alors Dixon n'a d'autre choix que de nager aussi vite qu'il peut. Heureusement, il revient sur le radeau avant d'être attrapé, et ils ont maintenant de la viande d'oiseau à manger. Dixon dit que ça a le goût du poulet. Comme le pistolet ne peut plus servir, Tony jette les balles à la mer, triste de ce que cela symbolise comme défaite. Au matin du 20 jour, Dixon se réveille et découvre que les 3 dormaient, personne n'a monté la garde. Jen pense que ça ne vaut plus la peine, voilà 2 jours sans vent et les îles ne se rapprochent pas. Il accuse Dixon et sa carte, ne comprenant pas comment il a pu calculer leur position alors que leur avion s'était perdu et qu'ils ignoraient même leur point de départ. Il pense aussi que c'est la faute de Dixon si l'avion s'est égaré, parce qu'il les aurait menés hors de portée. Après beaucoup de cris et de disputes, Dixon admet qu'il s'attendait à voir les îles depuis plusieurs jours, donc oui, leur trajectoire est fausse. Sa mémoire revient enfin, il se souvient de ce qui s'est passé dans l'avion, il s'était endormi. Ce n'était que quelques minutes, mais assez pour manquer leur virage. Il s'excuse de son erreur, sachant qu'il ne pourra jamais la réparer. Une atmosphère déprimante s'installe sur le radeau. Pour remonter le moral, Jen reprend la carte et dit que même imparfaite, elle reste leur seul espoir de rentrer chez eux. Quand Tony plaisante sur le fait de produire leur propre vent, Dixon a une idée, avec le couteau de Jen, il découpe les semelles de ses chaussures pour s'en servir comme rame. 1 mois après l'incident, ils ont enfin de la pluie à nouveau. Mais ce n'est pas une pluie ordinaire, c'est une véritable tempête, avec des éclairs et des vagues énormes. Les vagues deviennent violentes et finissent par retourner le radeau. Les hommes tombent à l'eau et perdent leurs rares outils, y compris les semelles servant de rame, mais le radeau reste prioritaire. En se tenant les uns aux autres et avec l'aide du vent, ils parviennent à le remettre à l'endroit avant d'y grimper, blottis pour se réchauffer jusqu'à la fin de la tempête. Au matin, la pluie s'est arrêtée, mais ils sont trop épuisés pour faire autre chose que s'allonger. Ayant perdu tout espoir, leur conversation devient sombre, ils parlent de ce qu'ils feraient du corps si l'un devenait à mourir, peut-être comme nourriture. Ils se souviennent des gens restés à la maison qui les croient morts, et Dixon pleure quand Tony et Jen disent qu'il ne l'aurait pas renvoyé en cour martiale pour son erreur. Las de cette atmosphère morose et pensant qu'ils sont allés trop loin pour abandonner, Tony convainc ses amis de ramer avec leurs mains, au moins pour mourir en essayant. Cela les épuise tellement que Dixon finit par faire ce qu'il avait juré d'éviter, boire l'eau de mer, et Tony s'endort si profondément qu'il le croit mort un instant. Soudain, Jen se redresse, il voit quelque chose de vert au loin, ils ont enfin trouvé une île. Désespérés, sans se soucier que l'île soit ennemie, les hommes, les larmes aux yeux, commencent à ramer à main nue jusqu'à ce que les vagues les poussent sur la plage. Les 3 hommes atteignent le sable sain et sauf, et en voyant 2 cabanes non loin, ils s'y dirigent d'un pas chancelant. Cet atterrissage a lieu le 20 février, après 34 jours perdus en mer et plus de 1000 miles parcourus sur leur radeau. Après leur sauvetage, Dixon reçoit la croix de la marine pour avoir conduit son équipage en sécurité, mais ne reprend jamais de mission de combat. À cause de ses blessures, Tony ne peut pas faire carrière dans la marine comme il le voulait, et quand il meurt en 1986, ses cendres sont dispersées en mer. Jen sert jusqu'à la fin de la guerre comme opérateur radio, en 1946, il épouse la sœur de Tony.